lors de ta sortie de ton livre Survivre à l'effondrement économique. Exactement. Grand best-seller du survivalisme francophone, on peut le dire. Donc, tu es né en 1971 à Milan, en Italie. Tu vis en Suisse. Donc, actuellement, tu es dans ta BAD en Suisse. Donc, base autonome durable. Tu nous expliqueras un petit peu le concept. Et on s'est rencontrés, en fait, en 2012, lorsque tu es venu faire une conférence au Québec. Exactement. Et donc, j'ai fait ta première entrevue là-bas concernant ce livre, suivi en 2012 de Rue Barbare. Alors, Rue Barbare, c'est un livre que tu as coécrit avec notre ami commun Vol Ouest, donc sur comment survivre là en ville, donc qui est quand même la principale préoccupation de 8 personnes sur 10, parce que 8 personnes sur 10 vivent en ville. Donc, aussi immense best-seller, en rupture totale de stock. Et là, donc, tu peux nous dire qu'il va y avoir une deuxième édition qui va sortir très bientôt. Donc, une réédition qui va être agrémentée de nouvelles choses, c'est ça? Oui, en fait, tous mes livres sont en rupture de stock et ils sont tous prêts à être imprimés, mais voilà, on a un peu joué de malchance sur plusieurs critères ces derniers mois. Et là, maintenant, eh bien, c'est parce qu'avec ce confinement, l'imprimeur attend de les imprimer parce qu'il ne pourrait pas les livrer. Donc, on va attendre la fin du confinement et puis en cadeau de fin de confinement, vous pourrez trouver tous les livres et les nouveaux, parce que j'ai écrit des nouveaux livres entre-temps. Et donc, on les trouve. Alors, si vous êtes impatient, vous pouvez les trouver en version pirate. C'est très facile de les trouver. Allez-y, il n'y a pas de problème. Tu les as en PDF aussi. Tu diffuses aussi tes livres aussi en PDF. Mais oui. De façon gratuite, et notamment le dernier. Alors, le dernier, bon, on ne peut plus d'actualité. Donc, voilà, je l'ai acheté à sa sortie, c'était en 2016. Donc, c'est NRBC, donc, qui veut dire survivre aux événements donc, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et on est en plein dedans, mon ami. On est en plein dans la partie B, dans la partie biologique, puisque nous sommes dans une pandémie et que dans ce livre, nous expliquions, parce que je l'ai aussi coécrit avec un spécialiste, parce que oui, c'est Chris Millennium. Tu as écrit avec Chris Millennium. Qui est le pseudonyme d'un ancien chef de la cellule, justement NRBC, du GIGN. Donc, quelqu'un qui a une formation à la fois si on veut, d'abord de chimiste, donc quelqu'un qui a une approche scientifique, et en plus qui a la formation de cette gendarmerie d'élite. Je crois il connaît ton ami Aton. Et bref, et comme tu le sais, ce sont à la fois des sportifs de haut niveau, à la fois des gens très, très froids dans leur tête, dans le bon sens du terme, pour pouvoir agir dans des situations difficiles. Et là, en l'occurrence, un scientifique qui a étudié de manière à la fois très profonde, mais aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui est allé en théâtre d'opération, que je ne peux pas mentionner, mais des théâtres d'opération où la France n'a jamais été, mais lui, il a été. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il a été confronté à des problématiques de problèmes biologiques, radiologiques, chimiques, dans des pays en conflit. Et parce que pour se former, il faut le faire. Donc, il y a eu cette expérience de sa part, avec mon expérience peut-être de la survie. Et on a combiné ce livre qui expliquait, attention, nous sommes dans un monde qui peut être fragile, face à ce genre d'événements. Ça peut être une centrale nucléaire qui a un accident, ça peut être une usine chimique. On a vu Lubrizol à Rouen, mais il y en a toutes les semaines, des accidents, simplement ils sont plus petits ou pas médiatisés, dans les villes de France et d'Europe et du monde, des accidents qui parfois peuvent créer même des morts gigantesques. On a vu Bhopal en 1984, Seveso en 1978. Nous étions encore jeunes et beaux à cette époque. Mais tu vois, ces accidents arrivent. Et puis, il y a la partie, biologique, qui est souvent sous la forme de pandémie, comme nous en vivons une en ce moment, qui, fort heureusement, on en parlera sûrement, n'est pas une pandémie très dangereuse. C'est dire les risques qui existent. Et d'ailleurs, je me souviens que bien avant d'écrire mon tout premier livre, un de mes meilleurs amis, qui est médecin, me disait, lorsque je prenais des notes pour l'écriture, il me disait, tu sais, le plus grand danger auquel on fait face, c'est que tôt ou tard,
la nature ou d'autres forces, mais en tout cas la nature, il me disait, va tôt ou tard nous amener des bactéries surpuissantes que l'on ne sait pas gérer, ou des virus qui vont être, surtout aujourd'hui avec les moyens de transport, qui vont se propager très très vite, et qui peuvent nous amener à des problématiques d'abord médicales, mais aussi annexes. Ça, on va en parler, on le vit en ce moment. Et tout ça, on l'expliquait dans ce livre, on l'expliquait en donnant un contexte historique, parce que c'est important de comprendre, on en parlera pour les effets à long terme de ce genre d'événements. C'est important on donnait également des exemples de type, en l'occurrence de pandémie et d'épidémie, mais pas que, aussi des problèmes de toxines. Par exemple, les armes biologiques, en général, ne sont pas orientées sur des virus, mais sont orientées généralement sur des toxines, du type anthrax ou comme ça, qui est aussi le nom d'un super groupe de musique. Mais beaucoup plus tel et plus pointu, plus ciblé. Mais voilà, on peut aussi avoir des pandémies plus ou moins naturelles et auxquelles on doit se préparer, pas seulement en achetant des stocks de masques qu'on va mettre. Moi, je veux dire, je en mets rarement puisque je ne sors pas beaucoup. Mais c'est surtout voilà, par les attitudes que l'on va mettre en place à titre personnel, pour soi-même, pour sa famille, etc. Et effectivement, le confinement que l'on vit aujourd'hui était explicitement et expliqué en détail dans un des chapitres de ce livre où j'avais interviewé le responsable de l'hôpital universitaire de Genève, qui est un des hôpitaux au monde spécialisés dans les pandémies, du fait que l'Organisation mondiale de la santé est aussi à Genève et qu'il y a des chances que les médecins qui vont à travers le monde étudier des pandémies puissent la ramener directement à Genève. Et donc, ils sont spécialisés. Ils avaient notamment travaillé sur Ebola. Ils avaient soigné un médecin cubain à Genève, dans l'hôpital. Et ce médecin m'expliquait, ce responsable du département des maladies émergentes, c'est comme ça qu'ils les appellent, eh bien, m'expliquait qu'en fait, il n'y a pas de plan de quarantaine. Il n'y a que des plans de manière générale. On ne va pas fermer un endroit où il y a des contagions. On n'est pas capable de contenir une de ces nouvelles maladies. Tout ça, c'était expliqué déjà il y a 4 ans. Oui. Et je remarque qu'aucun journaliste n'a souhaité parler de ce livre. Alors je peux digresser un petit peu par rapport à ça et faire un constat. C'est vrai que depuis 10 ans, tu es une personne, entre guillemets, assez controversée. En tout cas, on te voit comme un oiseau de mauvais augure. Bon, je peux me mettre peut-être dans le lot maintenant que j'ai parlé de survivalisme avec le tome 2 de Hit que tu as eu l'amabilité de commenter aussi et de chroniquer. C'est très bien. Et donc, voilà, on se moquait, entre guillemets, un petit peu de nous. Il s'avère que tous les constats que tu as faits, notamment dans le premier livre, au niveau de l'effondrement économique, tu as aussi préfacé un livre de Dimitri Orlov. C'est bien ça, si j'ai bonne souvenance. C'est les 5 étapes, en fait, de l'effondrement. En fait, donc, tu décris un petit peu la situation que l'on vit aujourd'hui. Et tu étais un des précurseurs, je dirais, dans ce milieu francophone pour donner des conseils de prévoyance pour se prémunir en fait d'un possible confinement. En fait, c'est le concept même de la BAD, de cette base autonome durable. Est-ce que tu as mis ça en pratique? Donc, ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est pour un néophyte le concept d'une BAD et le concept pour toi d'un survivaliste tel que tu l'entends? Oui, alors l'idée de la base autonome durable est une idée qui flottait dans l'air et qui avait été d'ailleurs définie par d'autres avant moi, mais je l'ai reprise et peut-être je l'ai étendue à un concept qui serait la réponse aux crises quelles qu'elles soient, que ce soit des crises économiques, des crises comme celle-ci, voilà, due à une épidémie, mais qui finalement se combinent pour répondre à toutes sortes de crises qui pourraient en plus s'augmenter les unes les autres par effet domino, comme on voit en ce moment, où à cause d'une crise finalement médicale, biologique, nous avons une crise économique très lourde qui est en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est de s'enraciner, c'est d'avoir une base, c'est-à-dire de se dire, voilà, je vais aller à un endroit que j'aime bien, dans lequel je me sens, où j'ai plaisir à vivre,
Ça peut être la terre de tes ancêtres, ça peut être un endroit où tu te sens bien dans une communauté de préférence rurale à mon sens, mais parce que c'est un concept qui peut se décliner. Je connais des gens qui ont leur base sur un bateau, sur un voilier, parce qu'ils aiment bien la mer. Et puis, il y a des contraintes différentes, il y a des avantages et des inconvénients avec cette mobilité et sur un plus ou moins petit bateau. D'autres se disent non, je ne peux pas, je ne peux absolument pas quitter la ville, et donc c'est là où on explique dans notre deuxième livre avec Vol Ouest comment s'enraciner entre guillemets même dans un petit appartement en ville. Alors on le dit tout de suite, hein, c'est beaucoup plus difficile qu'à la campagne. Mais donc c'est travailler cet enracinement qui inclut la création de liens forts avec les gens autour de nous et ainsi de suite. Tout ça, ça se décline sur les 7 piliers que j'explique dans les livres, dont le lien social est l'un des plus importants. Et puis, base, donc autonome, l'idée c'est d'avoir le maximum d'autonomie. Donc l'autonomie, ça veut dire d'être, par opposition, moins dépendant d'un système économique qui souvent nous rend dépendants de l'aumône de l'État, qui nous rend dépendants des chaînes d'approvisionnement que l'on voit aujourd'hui très fragiles, qui nous apportent l'eau, l'électricité, la nourriture, les médicaments, les pièces de rechange, et tout ce qui nous fait vivre. Et c'est intéressant de se poser la question, et beaucoup se rendent compte aujourd'hui, que s'il devait y avoir des ruptures de ces chaînes, aujourd'hui c'est le cas pour beaucoup de médicaments, de pièces détachées, ce n'est pas encore le cas pour l'ensemble de la nourriture, mais enfin ça pourrait changer ces prochains mois. Comment est-ce qu'on fait? Alors l'autonomie, ça veut dire avoir de la réserve, c'est-à-dire que, donc ça c'est un peu l'image d'Épinal, du survivaliste qui remplit sa cave de boîtes de conserve, etc. Mais en fait, on n'est pas autonome avec des boîtes de conserve. On le sait bien, c'est une réserve, c'est un stock, c'est de quoi passer l'hiver, si on veut. En revanche, l'autonomie, c'est travailler, par exemple, son potager, faire pousser ses légumes de manière locale, de manière biologique, saine. Et c'est vrai, tu es en train de l'attraper, attention. Et donc, par exemple, dans ma ferme ici, alors là, il fait encore -4 le matin quand on se réveille, donc c'est pas encore le moment de mettre les semis dehors, mais on est en train de préparer le potager de printemps, c'est-à-dire de faire des semis à l'intérieur de la maison. On va les mettre dans la serre peut-être d'ici 2-3 semaines, et puis dans un mois, on va commencer à planter ce qui peut déjà tenir le froid, parce qu'il peut faire froid jusqu'à fin mai ici, très froid même. Et tu connais le Québec, c'est aussi c'est encore pire. Et donc, on va pouvoir bientôt mettre les pommes de terre, et puis ensuite, on va mettre le chou, les poireaux, et ainsi de suite. Et ce qui vient l'été, et grâce à la serre, on pourra faire des tomates. Et ce qui est intéressant, c'est que cette autonomie alimentaire, et puis à laquelle on peut ajouter l'eau, eh bien, elle nous donne d'une part une forme de sécurité physique, puisqu'on se dit, bah tiens, s'il y a un problème, on va pouvoir manger. On va pouvoir même échanger cette nourriture à laquelle on peut ajouter des animaux pour ceux qui ont envie de faire de l'élevage, des volailles, des lapins, des moutons. Ici, on a des moutons, des vaches. Et puis, ce qu'on n'a pas, on peut le troquer ou l'échanger avec les voisins ou le donner. On a beaucoup de dons dans ces vallées de montagne où on habite. On a beaucoup. L'autre jour, mon voisin il m'amène des herbes, les premières herbes comestibles sauvages. Moi, je lui ai filé la moitié d'une grosse boîte de conserve de maïs qu'on n'arrivait certainement pas à finir. Alors on s'est dit, bah tiens. Et donc, ça se passe. On troque, ouais. Oui, c'est l'avantage des milieux ruraux. Oui, ça t'apporte aussi une certaine tranquillité. Oui. Et puis tu es quelqu'un quand même qui est très, très prolifique, hein, que ce soit sur YouTube, que ce soit aussi sur Patreon, puisque tu es également sur Patreon. En plus donc de tes livres et de toute ton activité, tu es quelqu'un qui est vraiment, pour moi aussi, au cœur de l'actualité, mais dans cette actualité beaucoup plus, je dirais économique, politique, géopolitique. Tu en parles de plus en plus, et c'est pour ça également que tu es critiqué aussi par certains, puisque tu as des prises de position qui sont les tiennes. Donc je voudrais un petit peu la rentrer dans le dur, puisqu'on a planté un petit peu le décor, bon, pour ceux qui ne te connaissaient pas encore. Là, je voudrais rentrer un petit peu dans le dur en demandant donc, Pierrot, qu'est-ce que tu penses de la situation aujourd'hui? Voilà, c'est une question ouverte, tu termine juste comme tu veux. Le D de BAD, c'est durable, parce que c'est important de le dire, c'est que cette autonomie enracinée, ce n'est pas juste pour une petite crise qui tombe comme ça. Ou une grosse crise même. C'est dans la durée, c'est-à-dire que c'est un mode de vie.
Et ce mode de vie, c'est pas forcément d'être un néo-rural, c'est pas forcément d'être un obsessionnel par rapport à cette mode de vie, mais c'est simplement de changer ses habitudes et d'être plus en harmonie finalement avec les cycles de la nature et des liens vrais et importants avec ses voisins, etc. etc. Donc la crise actuelle, alors si tu me le permets, elle va tout à fait dans le sens de pourquoi j'ai des critiques, c'est qu'en fait je suis un lanceur d'alerte, et on le sait depuis Cassandre dans la guerre de Troie, c'est que ceux qui ont le don de prédire l'avenir, ce qui est un don très difficile, puisque souvent on se trompe d'ailleurs, et bien c'est qu'ils sont détestés, parce qu'en général on ne prédit pas des choses que les gens ont envie d'entendre. Ça, ce serait trop facile de dire, mais demain, ce sera super, on va raser gratis, tout ira bien. Pour ça, la télé est pleine de gens très positifs et qui donnent toujours des bonnes nouvelles, tout en essayant de nous faire peur. Il y a cette dichotomie assez marrante dont on parlera. Et puis, cette crise fait partie des choses dont j'ai parlé. Je vais éteindre, je vois qu'il y a une notification allumée. Et je vais éteindre tout ça. Alors, on va mettre... Non, je vais éteindre... Je ferai... Voilà. Je ferai... T'inquiète pas. Pas de souci, pas de souci. Non, mais c'est... Voilà. Et donc, en janvier, en début janvier, j'ai commencé à, comme les gens qui, comme moi, toutes les semaines, regardent un petit peu ce qui se passe dans le monde, notamment... je vais donner une fois par semaine un petit coup d'œil sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, simplement pour savoir ce qui se passe, notamment pour observer comment évolue l'épidémie d'Ebola qu'il y a en ce moment au Zaïre, depuis 6 mois. Et je vois un nouveau coronavirus venant de Chine, inquiétude des autorités chinoises, etc. Et à partir de mi-janvier, j'ai commencé à en parler sur les réseaux, en disant, bon, a priori, il ne faut pas paniquer, ouais. Parce que, a priori, on en parlait dans mon bouquin. Dans mon bouquin, on parle de coronavirus, on sait ce que c'est, on sait que ce sont des virus qui ont tendance à toucher les poumons. Il y avait le MERS-CoV qui était présent au Moyen-Orient. Et je disais, pas de panique, vous savez quoi faire. C'est-à-dire que si ça devait se propager, est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous avez des réserves de nourriture chez vous? C'est le moment de peaufiner un truc. D'ailleurs, je vois que j'ai commencé en janvier à un peu peaufiner. J'ai commandé d'ailleurs certains masques. Certains sont arrivés, et puis ensuite plus jamais, évidemment. Mais masques que j'ai désormais donnés à l'hôpital du coin et à des amis infirmiers parce que j'en ai pas besoin, alors que eux qui sont en contact de gens malades, eh bien, ont besoin de se protéger. Mais aussi, excusez-moi, je te coupe, Pierrot, eux aussi en Suisse, vous êtes en pénurie de matériel médical et de masques, tout ça. Oui, et puis nos hôpitaux sont complètement débordés comme les vôtres, comme ceux d'Italie, c'est normal, parce qu'en fait, les gens qui, comme moi, comprennent l'exponentiel, dès janvier, ont commencé à regarder les chiffres de ce virus en Chine et se sont dit, bon, ça c'est clairement une progression exponentielle, on n'avait pas les chiffres tout à fait précis, mais il y avait un aspect alarmant, parce qu'on ne connaissait pas la mortalité à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à donner l'alerte, les gens peuvent le voir, pas toutes mes vidéos sont publiques, parce que certaines sont uniquement sur mon Patreon, mais à partir du 24 janvier précisément, j'ai commencé à donner l'alerte. Alors au début, en disant, comme beaucoup, du calme, je veux dire, la grippe tue beaucoup de gens, donc c'est pas le moment de paniquer, au contraire, c'est le moment de rationnellement observer, écouter, préparer peut-être peaufiner vos réserves si vous n'êtes pas prêt, et puis au fur et à mesure des jours, c'est surtout quand on a eu les données italiennes que l'on s'est dit, ouais, ça c'est vraiment une pandémie qui va être importante au niveau de la contagion, peut-être pas importante au niveau de la mortalité, mais clairement qui va déborder les hôpitaux et qui va nous amener les mêmes scènes partout dans le monde que nous avions vues en mi-janvier, début février en Chine, avec des fours crématoires qui fonctionnent 24 heures sur 24, avec des cadavres dans la rue, ce qui n'est pas en fait exceptionnel d'un point de vue statistique, mais qui, concentré dans un laps de temps court, déborde les capacités de n'importe quel État
pour les hôpitaux, les soins, les ambulances, voilà, les enterrements, nous ne savons pas gérer quand ça dépasse un certain seuil dans un temps très court. Et pour l'instant, on reste sur des chiffres qui sont en fait, somme toute, assez bas en termes de mortalité, bien que, il faut le dire, c'est une maladie où la mort est assez désagréable. Hein. C'est lorsqu'on étouffe, c'est une des morts les plus désagréables qui existent. Elle est assez lente. Mais là, j'ai eu par exemple des retours de certains, je crois que vous appelez des EHPAD en France, enfin des centres pour vieux. Il y en a une petite à Genève d'une dizaine de lits. 100% des vieux sont morts. Donc voilà, il y avait 10 petits vieux dans cette petite maison de retraite, ils sont tous morts. Et donc c'est quand même significatif dans certaines catégories de la population. Je veux dire, il fera bon être notaire dans les 6 prochains mois. Hein. Les fragiles, les gens qui sont malades, les gens qui sont âgés. Oui. On a cette courbe aussi, on a ces chiffres aujourd'hui qui reviennent aussi, même d'Italie, etc. Alors, je pense que tu as suivi cette affaire du professeur Raoult à la Timone, donc à Marseille. Tu sais que je me trouve à Marseille en ce moment, donc je passe en France. Donc, c'est tout près d'ici. Quel est ton avis sur le professeur Raoult, sachant que je pense que tu es au courant. Oui. Il y a 4 heures, donc il a tweeté que en fait que le ministre donc le ministre de la santé, enfin le ministre de la maladie, hein, Olivier Véran, donc a changé d'avis. Donc, il accepte que la chloroquine soit administrée. En début de traitement ou en fin de traitement ? En début de traitement, j'espère. Pardon ? En début de traitement, j'espère. Voilà la deuxième polémique qui arrive là assez rapidement. Donc, tu peux nous briefer aussi peut-être sur cette problématique-là. Alors, je veux dire, j'ai entendu la première déclaration de ce professeur en février en tout cas, qui disait, et peut-être qu'il le disait un peu, non, je ne crois pas que c'était maladroit de sa part, mais en tout cas il disait que probablement ce médicament, cette chloroquine qui est connue depuis très longtemps, avait des bons résultats. Et d'ailleurs, tout le monde s'était sur les réseaux et beaucoup de gens s'étaient emballés en disant c'est bon, il n'y a plus de crise parce qu'on a trouvé la solution. Et moi, je me suis mis en porte-à-faux en disant attendez les mecs, calmez-vous. Il a dit probablement, c'est pas sûr que ça marche. Est-ce qu'on a des tests? On ne sait pas. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise. Parce que les temps sont disponibles. Et puis d'abord, j'ai fait remarquer à mes auditeurs qui étaient très enthousiastes par rapport à ça. Je lui ai dit mais est-ce que toi, t'en as de la chloroquine chez toi? Personne n'en avait. En plus, c'est particulièrement pas difficile, mais pour la personne moyenne d'aller en pharmacie, déjà à cette époque, nécessitait une ordonnance médicale pour l'obtenir. Alors pour des gens comme moi qui ont des réseaux, on peut obtenir tout ce qu'on veut, mais c'était pas évident. Et puis, après quelques semaines, je me suis dit non, ce type est crédible, ce professeur est très crédible, et finalement, son expérience et surtout le début de test qu'il a commencé à faire, et pas seulement lui, parce que d'ailleurs, c'est pas lui qui a eu cette idée, en fait, il a eu simplement la présence d'esprit d'en parler, mais en fait, il a eu des rapports de Thaïlande et de Chine de médecins qui l'ont utilisé avec succès. Alors, c'est vrai, il faut être toujours un petit peu dans cette approche, par rapport à des nouveaux médicaments, il faut être, je dirais pas prudent, parce que aujourd'hui, on a presque 2000 morts par jour, là, aujourd'hui, c'est plus le moment d'être prudent. Mais en début, c'est urgent et il faut essayer, quoi. En février, il faut y aller parce qu'on sait que, de toute façon, c'est ça, on laisse crever les gens dans les couloirs des hôpitaux. Donc, il n'y a pas le choix, il faut le faire. En revanche, en février... C'est que ce médicament doit être administré quand même de façon précoce. Et là, en fait, on demande d'avoir des tests comme ça à grande échelle. Là aussi, la France a été réticente à faire des tests comme ça. Comme le disait très justement un youtubeur, je crois qu'il s'appelle Idriss Aberkan, ou pardon si j'écorche son nom, il disait voilà, quand tu es en guerre, tu n'as pas forcément le temps de faire des tests. Tu prends ce que tu as et si ça en plus ça a l'air de marcher, tant mieux. Et dans ce sens-là, je pense qu'il a raison et que aujourd'hui on a largement assez de recul pour se dire qu'il a eu raison, il a eu raison avant tout le monde. Mais surtout,
ce que l'on découvre, et je pense que mes amis français le savent de plus en plus, c'est qu'il y a eu une obstruction criminelle de la part des instances, on va dire académiques en France, médicales et politiques, qui, depuis le début du mois de janvier, pour des guéguerres visiblement de pouvoir personnel et d'inamitié et de rivalité, ont mis les bâtons dans les roues, ont failli, parce que dire que peut-être qu'il faut être prudent jusqu'à un certain point où ensuite il faut y aller, ça reste raisonnable. Mais en revanche, mettre des bâtons dans les roues, qualifier de fake news un professeur qui est au-dessus de tout soupçon au niveau de sa probité intellectuelle, il n'y a aucun souci de ça, il a publié des milliers on le découvre tous, hein. Eh bien, là c'est proprement criminel et il faudra que ça se paye, ça. Il ne faudra pas qu'on oublie et il faudra aller chercher ces gens comme certains sont allés chercher l'ancien PDG d'Air France, hein. Il ne faudra pas y aller avec des pétitions, il faudra y aller physiquement pour qu'ils soient amenés devant la justice. Toute cette clique de corrompus, et il y en a beaucoup en Occident de nos jours. Est-ce que tu penses que justement cette vague-là de révélation, on a la grande chance aujourd'hui d'avoir quand même une certaine audience, nous qui sommes lanceurs d'alerte, et donc les réseaux sociaux ont pris aussi le pas pour diffuser, je dirais, ce message-là, pour soutenir aussi de façon publique le professeur Raoult. Je pense que l'État a été acculé. Est-ce que tu penses, toi, par rapport à, je dirais, dans le futur, que justement ce type de crise pourra cristalliser vraiment le dysfonctionnement que l'on a au sein de nos États, particulièrement notre État français? Il faut l'espérer, parce que ce n'est pas nouveau. Depuis le scandale les gens de notre âge s'en souviennent, le scandale du sang contaminé avec Fabius, qui court toujours, hein. Ce type devrait être en prison à vie. Si ça tenait qu'à moi, ce serait peloton d'exécution. Mais bon, après on dira que je suis controversé. Alors bon, voilà. Radical. Oui, mais ce qui est radical fonctionne en général. Tu peux pas être juste parti. Mais en fait, je pense que le cas du sang contaminé est très différent, parce que à l'époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va faire la différence. Oui, et puis je pense qu'à un moment, il y a des choses que je ne peux pas dire en public de toute façon, mais il y a un moment où les citoyens, quand la justice ne fonctionne pas, il y a un moment où il y a des citoyens qui doivent se sacrifier et faire le travail. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire quoi en détail. Non, mais surtout, je passe ma chaîne, parce que je n'ai pas envie d'être ennuyé. Non, mais voilà. Cela dit, le scandale est grand, et c'en est un parmi beaucoup d'autres où en fait on se rend compte que nous sommes, après finalement 2 siècles de République, et pas seulement en France, dans une situation qui est beaucoup pire et bien plus grave que la situation injuste de l'Ancien Régime, c'est-à-dire où vous aviez une noblesse avec certains droits et qui était au-dessus du peuple, un clergé qui aujourd'hui sont les médias et les hommes politiques, parce que les hommes politiques ne sont pas les propriétaires du pays, hein, ce ne sont pas eux qui décident. Et ces classes, cette noblesse et ce clergé se moquent du peuple, le méprisent, le détestent en fait. C'est bien pour ça qu'en partie ils le remplacent. Mais ces gens sont des cliques parasitaires et qui se gavent avec des taux d'imposition qui n'ont aucune commune mesure. Par exemple, dans l'histoire, il n'y a jamais eu autant d'imposition qu'en France. La France, c'est en plus le champion, mais on pourrait parler d'Italie, d'Angleterre. Mais cette imposition, cette charge fiscale absolument gigantesque, en plus ne donne plus les résultats sur laquelle la promesse avait été faite dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, qui était de donner à la population un réseau d'hôpitaux qui fonctionne très bien, ce qui a été le cas longtemps, un filet social qui permettait aux gens de ne pas être dans l'angoisse de perdre son travail ou de se retrouver sans argent à la fin de sa vie. Aujourd'hui, tout ça a été corrompu et finalement vendu de plus en plus et galvaudé. Et donc, vous vous retrouvez avec des mouvements de gilets jaunes qui se plaignent
de ne plus réussir à terminer leur fin de mois, les gens ne peuvent plus se soigner leurs dents, ne peuvent plus se soigner correctement, le système est à bout, on a réduit les budgets, alors que les impôts sont toujours gigantesques. Et je pourrais continuer 2 heures sur ce thème finalement de la faillite du modèle, du système. Et aujourd'hui, pour sauver l'économie, et on peut le comprendre, là où il n'y avait pas d'argent pour rien, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y avait pas d'argent pour ci, pour cela, etc. Et bien là, on va débloquer des milliards. Les États-Unis ont débloqué 2000 milliards cette semaine, et c'est peut-être pas la fin, en gros, d'impression de fausses monnaies, puisque l'euro et le dollar et le reste sont de la fausse monnaie aujourd'hui, pour, à bout de bras, essayer de garder vivante une économie, mais surtout un système parasitaire qui ne marche plus. Et au lieu de le refondre, au lieu de le réformer de fond en comble, ce qu'ils ne feront jamais, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à le faire, ils vont essayer de le garder vivant le plus longtemps possible, alors que le résultat va être simplement de le rendre encore plus moribond pour la prochaine crise. Et prochaine crise, il y aura... Est-ce que ce sera une crise financière? Est-ce que ce sera une crise des énergies? Est-ce que ce sera un nouveau virus? Ou est-ce que ce sera un accident naturel? On ne sait pas. Parce qu'il y a toujours des signes noirs, des événements imprévisibles comme celui-ci, où moi je ne crois pas au complot. Je ne crois pas du tout arrêter de m'envoyer des emails sur des soi-disant complots. Je pense qu'au mieux c'est un accident, mais clairement c'était quelque chose d'imprévisible. C'était pas parce que je vois trop de gens, je connais des gens qui font partie des élites, des milliardaires, des gens qui, je les vois trop impréparés pour que ce soit quelque chose qui a été planifié. Je ne crois pas du tout à ce scénario-là. Pour le coup, je pense que c'est vraiment le vrai signe noir imprévu. Qui va être utilisé. Puisque tu me conduis sur cette question, sur cette problématique de l'argent. L'argent aujourd'hui qui n'est plus indexé sur l'or. En fait, c'est de la monnaie de singe, effectivement, puisqu'on produit de l'argent qui n'est que du papier. En fait, l'argent aujourd'hui ne vaut que par la confiance qu'on lui porte. En fait, ça vaut juste le prix du billet qui est imprimé, le papier et les frais d'impression, tout comme un livre. C'est ça l'argent d'aujourd'hui. Est-ce que justement cette économie qui va forcément connaître un clash. Tu en parles toi dans comment survivre à l'effondrement économique, plutôt par rapport à la disparition des énergies fossiles. Mm-hmm. Donc tu parles donc de cet effondrement économique. Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui cet état d'urgence qui vise à confiner en fait toute la population d'un pays et d'arrêter l'économie complètement, c'est-à-dire que Wall Street, on l'a vu, s'est effondré, donc toutes les bourses aujourd'hui se sont effondrées, c'est-à-dire que va y avoir un cataclysme économique. Tu es d'accord avec cette analyse? Ouais. Est-ce que c'est pas le moment pour justement, faire un reset et tout remettre à plat? Est-ce que par hasard, on n'en a pas parlé, est-ce que tu connais ce projet de Nezara Gezara, de reboutage en fait de l'économie? Non, mais je peux imaginer. Je connais théoriquement pas mal d'économistes qui parlent de remettre à plat les dettes, les économies. Il y en a. Supprimant en fait les dettes en réindexant toute la monnaie en fait sur l'or, en faisant table rase, en supprimant également l'impôt sur le revenu. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'impôt sur le revenu, alors je sais pas en Suisse comment ça fonctionne, en France en fait, tout l'impôt sur le revenu sert à rembourser en fait les intérêts de la dette. Non, impôt sur le revenu qui était censé être... Toutes les fonctions régaliennes de l'État. Tout à fait. Impôt qui était censé être temporaire et qui a été mis en place en 1914, je crois, en France. C'est ça. Et puis qui n'est jamais parti. Alors, disons la chose suivante. Il y a sans doute beaucoup d'économistes très intelligents qui ont des plans sans doute innovant et vraiment intéressant. Mais les castes dont on parlait tout à l'heure, qui vivent grassement du modèle économique dans lequel on vit aujourd'hui, qui n'est pas un modèle capitaliste du tout, il faut le dire, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas vu de capitalisme depuis 1950 peut-être, même, mais encore avant. Quand on regarde l'économie, on est dans des économies étatistes depuis 70-80 ans. Ces modèles, les tenants de ces modèles n'ont rien gagné à les changer
Ils n'ont rien à gagner à changer un modèle qui, il faut le dire, est un esclavage des peuples, simplement esclaves à qui on donne un peu de quoi consommer et des vacances et des voyages en avion pas chers et beaucoup de sexe enfin beaucoup de sexe à la télé hein, et sur internet. En vrai, je suis pas sûr pour la plupart des gens, mais enfin, on donne l'illusion de la consommation et l'illusion de la liberté, alors qu'en réalité, on est des esclaves. Et l'esclavage, c'est tout l'inverse de l'autonomie, justement. Et donc de cette quête de liberté que le survivaliste essaye de mettre en place. Et pas que le survivaliste, sauf que le survivaliste, il a tendance à se donner les moyens de le faire. Mais je ne crois pas qu'il y aura de changements volontaires et organisés. En revanche, qu'il y ait que le système essaye d'utiliser les crises comme celle dans laquelle nous vivons pour avancer son agenda, ça c'est une évidence. Est-ce qu'ils ont été prêts? Peut-être pas, mais certainement ils vont essayer. Ils vont essayer tu vas voir, ils vont nous dire finalement la monnaie physique, l'argent physique, les billets de banque sont un instrument de propagation de virus, donc il faut mettre que de la monnaie électronique. Il faut supprimer l'argent liquide. Parce que ça fait alors ça, c'est quelque chose un point qui est vraiment particulièrement dangereux. Donc de supprimer justement ce cash, cette monnaie fiduciaire qui représente uniquement 10% hein, par rapport à la monnaie scripturale, hein, qui sont juste des écritures bancaires. Hein. Donc là, c'était déjà, on le voit, nous en France, je ne sais pas si tu as ce type de retour, il n'y a pas eu, forcément, on ne peut pas appeler ça un bank run en France, hein, mais il y a eu pas mal de personnes qui sont allées retirer de l'argent, je dirais des liquides, dans les distributeurs d'argent. Il y en a la plupart qui étaient fermés. Les banques aujourd'hui, je dirais, sont fermées, sont ouvertes que dans des horaires bien précis au niveau du public. Ça, tu en as déjà parlé également de ce risque en fait de bank run. Mais je crois que là, il faut le dire que les autorités se sont voulues très rassurantes. Enfin, ils ont eu de la schizophrénie de toute façon dans leur communication, mais par rapport à l'économie, elles se sont voulues rassurantes. Elles ont dit de toute façon, on fera tout pour sauver l'économie. On sauvera les compagnies aériennes, on sauvera le tourisme, on sauvera tout. On sauvera tout. On sauvera les banques, on sauvera. Et effectivement, quand on voit les sommes injectées dans le système, c'est bon. Pour 6 mois, il n'y aura pas d'effondrement de l'économie du tout. Parce que on est en train d'injecter, c'est comme un mourant, on lui injecte de l'adrénaline, le cœur repart. Et on lui fait un électrochoc, ça repart à un moment. Mais le fondamental reste de toute façon fragile. On doit espérer qu'on tirera des leçons de cette crise, de cette pandémie, des leçons qui sont que peut-être c'est pas très intelligent et habile de mettre toutes les usines de tous les produits importants dans un seul pays. Par exemple, les antibiotiques américains sont fabriqués en Chine. Donc, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de stock, puisque le stock, l'inventaire coûte cher, on est sur des flux tendus. On se met dans des situations très risquées et très dangereuses. Peut-être on va remettre en question l'ouverture des frontières totales dans tous les sens. On nous a dit déjà en janvier que oui, ce virus est très contagieux et très dangereux, mais il ne faut pas fermer les frontières parce que c'est pas bien. Alors évidemment qu'il allait se propager, c'était une évidence. Et donc cette manière ce genre d'événement va changer potentiellement un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de... Par exemple, l'école à la maison, c'était considéré par la plupart des gens comme un truc impossible à faire, un truc pour des catho-intégristes, enfin voilà, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de le faire. Et peut-être qu'on se rend compte, et crois-moi, avec 4 gosses de 4 classes différentes à la maison, je suis mort de fatigue. Tu es le chef de clan d'une famille nombreuse. Ah oui, non, mais je deviens fou à leur faire des cours. Mais en gros, je leur dis, voilà, c'est que le matin, l'après-midi, vous êtes dans la forêt, dans la montagne, démerdez-vous. Et voilà. Mais peut-être qu'on va se rendre compte que les enfants apprennent mieux tout seuls, ne sont pas embêtés par leurs petits camarades qui sont retardés mentaux, et peut-être que c'est génial d'avoir des enfants à la maison pour leur apprendre à l'école, qu'on peut aller plus vite, on peut leur apprendre plus de choses, et qu'avec Internet, il y a tout. Nous, on découvre des ressources incroyables en différentes langues, avec de différents pays, pour leur apprendre plein de choses.
Et on voit que les enfants, ils sont assez curieux et on leur donne un ordinateur et ils se démerdent bien, hein. C'est pas mal. Donc peut-être peut-être qu'on va remettre en question la déséducation nationale et l'école en groupe où on perd essentiellement son temps. Intéressant. Peut-être qu'il y aura des changements radicaux dans la manière de vivre de la plupart des gens, et peut-être que les gens retourneront leurs vieilles habitudes, et que tout sera exactement comme avant, jusqu'à la prochaine crise, qui sera 10 fois plus grande. Mais ça c'est le côté fascinant de l'avenir. On va découvrir des nouvelles habitudes, des nouvelles approches culturelles ces prochains temps, et peut-être que, et d'ailleurs, justement, c'est peut-être l'occasion pour déboulonner un certain nombre de parasites de leur piédestal et de leur tour d'ivoire et de changer en profondeur, mais il va falloir le faire, il va falloir pas simplement descendre dans la rue, il va falloir exiger, et il va falloir l'exiger avec des rapports de force autrement plus puissants que lors des Gilets jaunes, par exemple, en France. Et je crois que la différence, c'est que quand on voit que les forces de l'ordre, aujourd'hui, elles sont jetées dans la nature sans masque, en plus avec le mensonge où on leur dit que les masques ne servent à rien alors que c'est un mensonge éhonté, et bien peut-être que là on se dit que lorsque le policier, le gendarme ou le militaire va se dire la prochaine fois qu'on lui demande de mater le peuple, peut-être qu'il va se dire mais attends, la dernière fois on a essayé de me rendre malade hein, quand même, on m'a pas protégé. Attends, je coupe juste une petite minute, je vais brancher l'ordi parce que j'ai quasiment plus de batterie, tu vois, je l'avais débranché. Cool. Enfin, voilà. Est-ce que toi, Pierrot, et ton épouse, vous arrivez à bien gérer la situation avec tes enfants? Ça a changé pas mal de choses dans ta vie parce que tu travailles à la maison, je suppose. Moi, je travaillais de toute façon à la maison, et là, je travaille pas du tout parce que je peux plus, j'ai pas le temps. Je suis débordé à mort. Parce qu'en fait, il faut... tu sais, quand tu as des gosses, tu dois ranger, préparer à bouffer, nettoyer. Alors certes, on les fait travailler aussi, quoi, mais c'est un travail de dingue. Et puis, ils vont ranger. Et puis, une ferme, ça demande du travail constamment. Et puis, surtout, il faut leur faire les cours. 4 enfants de 4 âges différents. C'est 4 leçons sur... alors, le petit, c'est simple, mais plus on va vers les grands, c'est pas juste une leçon. C'est maths, physique, biologie, chimie, philosophie. Bon... Ça fait Ça te permet de réviser? Ça te permet de réviser? Oui, moi j'adore, mais ça prend un temps fou. Parce qu'on se substitue, voilà, je sais pas, ils ont 6 heures de cours par jour, donc x 4, et on doit condenser ça dans une demi-journée, parce que après on n'y arrive plus sinon. Mais bon, ça fait qu'une semaine et demie hein, qu'on est confiné à faire ça, les enfants ils se décident une semaine avant, mais c'est beaucoup de travail, Alors, on commence à prendre notre rythme maintenant après 10 jours. On commence à prendre le rythme et ça commence à aller. Il y a des moments très sympas. Et finalement, je me dis, les moments où je pète un câble, j'ouvre la porte, je les mets tous dehors. Et ils ont des kilomètres carrés de montagne pour aller se dépenser. Tous les soirs, je leur fais un cours de circuit de training, un peu en crossfit. Un peu en pilates, un mélange. Donc le soir, je leur fais voilà une grosse demi-heure bien intense de cardio comme ça. Bien fatigué, comme ça, ils passeront une bonne nuit, c'est ça. Pour qu'ils se couchent tôt, parce que voilà, moi, il faut que justement, depuis que je suis sur Patreon, j'ai ce plaisir à communiquer avec des gens de qualité, comme tu le sais. Le fait de payer un petit quelque chose filtre beaucoup. Et ça permet d'avoir des échanges de qualité. Ça permet aussi que les gens entre eux s'échangent des informations super intéressantes. Des astuces, comment faire ceci, cela, etc. Et puis, j'ai besoin d'interagir un petit peu avec, entre guillemets, mon public, mais j'ai aussi besoin d'avoir ma vie pour moi, enfin, je sais pas, de me faire un thé au gingembre. D'ailleurs, je remarque que c'est une tasse que j'ai chopée au Québec lorsque j'étais venu Québec te rendre visite. Et puis, il faut se relaxer, et puis il faut se... organiser le lendemain, enfin voilà, c'est un sacré travail. Mais bon, on s'adapte. En France, on se dirige vers, je crois, 4 ou 6 semaines de plus de confinement. Bien sûr. On parle certainement de début mai. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des enfants qui ont été avertis, ils ne reprenaient pas l'école avant début mai.
Quels sont pour toi les dangers que peuvent rencontrer ceux qui nous écoutent avec un confinement comme ça qui va se prolonger? Alors, nous avons beaucoup de chance, hein. Nous ne sommes pas à Verdun, nous ne sommes pas sous les bombes à Dresde ou à Stalingrad, hein. Faut relativiser les choses. Tout à fait. Mais nous ne sommes plus aussi des gens aussi durs que les gens de cette époque-là. Nous sommes beaucoup plus fragiles mentalement et même physiquement. Donc, toute chose reste relative. Je crois que le danger est d'abord psychologique. Nous ne sommes pas habitués à se voir et être les uns sur les autres, surtout pour les gens qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir. C'est pas une chance, j'ai travaillé pour pouvoir me permettre, pour pouvoir avoir une vie à la campagne, une vie rurale. Ceux qui vivent à 4 ou à 3 dans un 40-50 mètres carrés en ville, à Paris ou dans le centre-ville, où en fait ils étaient toujours à l'extérieur et l'appartement ne servait qu'à dormir, mais finalement ils étaient toujours à faire la fête dehors. Et aujourd'hui, ils sont les uns sur les autres. On se lève le matin, voilà, à 6 heures, on part travailler toute la journée, on rentre le soir, etc. Et là, c'est surtout un arrêt aussi brutal de l'activité. Ouais. Hein, un arrêt, voilà. Et on le sait, tu le sais médicalement d'ailleurs, que les arrêts tu sais que beaucoup de crises cardiaques arrivent les premiers jours de vacances, beaucoup de problèmes médicaux et psychologiques, de dépression arrivent lorsqu'on se retrouve au chômage, lorsqu'on arrête une activité, lorsqu'on prend la retraite. Ouais. Parce que justement, on n'est plus dans notre routine, on n'est plus dans nos habitudes, et on se retrouve avec des gens qui, a priori, on aime bien, mais pas toujours en fait. Parfois, là, on fuit nos conjoints dans le travail, ça arrive, c'est statistiquement le cas. Parfois, on fuit Pour beaucoup de gens qui ont des enfants, en fait, ils ne s'en occupent pas, ils ont des nounous ou l'école, et tout d'un coup, ils se retrouvent avec des inconnus à la maison. Et ça demande un travail. Donc je dirais de prendre du calme. Alors ça va. Mon prochain bouquin est sur la peur et c'est totalement dans le sujet. Et alors sophrologie, méditation, sport. Alors, il faut essayer de faire du sport là où on peut évidemment. Il y a même des suppléments. On peut prendre des suppléments, par exemple de la lécithine ou de la L-théaïne qui nous calme, qui nous permet de. Il y a aussi les tisanes par exemple. J'aime bien prendre le soir, c'est de la fleur de... Un truc qui calme bien, qui relaxe. Valériane, la fleur de valériane. C'est que la valériane, c'est un dérivé du Valium, en fait. Ah ouais. Oui. Ou l'inverse, plutôt, alors. Ou l'inverse. Ouais. Ou l'inverse, ouais. C'est vrai que ça calme, la valériane. Oui. Et tout ça, c'est des choses à faire. Alors, évidemment, moi, j'ai mes stocks aussi de suppléments pour différents scénarios, y compris des trucs calmants, hein, mais pas du chimique, mais du naturel, évidemment. Et puis, ça, c'est un premier défi, le défi psychologique. Donc, lire, occupez-vous, si vous êtes tout seul. Si vous êtes à plusieurs, il va falloir gérer le chaos, parce que parfois les enfants, eux aussi, ils pètent un câble. Dans certains cas, j'ai entendu, dans des villes, les enfants ne peuvent même plus aller à la balançoire, au préau, enfin, ils sont à la maison, et c'est très très dur. C'est très dur hein, pour eux. C'est un peu dur, ouais, confinement assez total, où on peut sortir quasiment qu'1 heure par jour. Alors, tu sais, dans mon livre NRBC, dans le chapitre qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui est sur les risques nucléaires, lorsque dans la guerre froide, dans les années 50, les États-Unis ont commencé à réfléchir à des programmes de protection de la population, à l'époque où ils étaient encore bienveillants par rapport à leur propre population. Ouais. En Suisse, on a fait pareil, en Suède aussi, etc. Il y avait ces immenses programmes de création d'abris antiatomiques ou d'inciter les individus, les familles, à construire leur abri sous leur maison, etc. Qui pouvaient servir en cas d'intempérie, en cas de catastrophe naturelle également. Et à un moment, l'étude c'était la Rand Corporation qui faisait une étude psychologique sur le fait de savoir combien de temps est-ce qu'il faut dire aux gens de rester dans leur abri. Et les scientifiques disaient, si on tient compte des radiations, il faudrait rester un certain nombre de semaines, 3, 4, 5, 6 semaines. Et les psychologues ont dit non, mais vous oubliez. Plus de 2 semaines, les gens, ils s'entretuent. Et ils vont sortir quand même. Donc on ne va pas leur dire que s'ils sortent, ils vont mourir. On va leur dire, après 2 semaines, ce qui est le maximum qu'on estime raisonnable que les gens tiennent, après 2 semaines, vous pouvez sortir, donc faites vos réserves pour 2 semaines.
Et donc cette réalité, elle est assez cocasse, parce que c'est vrai que même des gens qui sont censés être dans la même famille, 2 semaines, alors évidemment il s'agissait d'être enfermé dans une pièce, c'était avec rien, sous terre, c'est pas la même chose. Mais enfin, il y a une limite psychologique au-delà de laquelle, je pense, les gens ne vont plus obéir à ce confinement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer le jeu. Ça fait partie Encore une fois, bien que la maladie en soi ne soit pas terrifiante, elle a certaines problématiques de saturation des hôpitaux et puis de mortalité élevée chez des personnes à risque. Et donc, par respect de nos concitoyens qui font partie de ces catégories, et aussi par respect du travail du travail épuisant des médecins, et moi je le dis toujours, ils ne doivent pas s'épuiser. Amis médecins, infirmiers et travailleurs du monde hospitalier et des soins, quand vous êtes naze, reposez-vous, parce que sinon c'est vous qui allez choper la maladie, et c'est le cas dans certains cas. Donc reposez-vous, tant pis, je sais que ça va contre votre volonté de travailler, mais vous n'êtes que des humains, vous devez dormir au bout d'un moment. Et donc ça, ce sont des aspects physiques. Ensuite, il y a l'aspect économique. Alors on craignait, moi en mi-février, ce que je craignais, c'est que l'économie tanque complètement, parce qu'évidemment, si les gens n'ont pas de salaire, qu'ils ne peuvent pas payer les loyers, les gens ne travaillent, enfin, tout s'arrête. Fort heureusement, les États, tant qu'à donner de l'argent, à imprimer de l'argent de nulle part, autant qu'ils le donnent à la population, ce qui va être le cas. Je sais qu'en Suisse, ils ont débloqué des sommes mirobolantes et qu'ils ont commencé à donner de manière extrêmement large et généreuse à beaucoup de petites entreprises pour qu'ils continuent à payer les loyers, pour qu'ils continuent à payer les salaires, les loyers et tout ça. Et donc, on va tenir l'économie, puisqu'il faut que les gens puissent consommer, acheter, pour aussi éviter les mouvements de panique. Et on a eu des achats de dernière minute assez cocasses. J'ai pris le risque d'aller voir un petit peu comment ça se passait. Et là où tout le monde achetait des pâtes et du riz, moi je remplissais mon caddie de choux, de bananes, de mangues, de trucs que je sais que j'aurai pas pendant les 2 prochains mois. Et d'ailleurs, je suis étonné, ils ont encore des bananes tout près d'ici. Mais du truc frais, en fait, pour que moi et les gosses, on ait de la nourriture fraîche pendant les 2-3 premières semaines. J'ai pris des cajots entières chez un pote sicilien qui importe des oranges de Sicile pour avoir des oranges sanguines. Tu aimes bien cuisiner aussi. Hein. Ah, j'aime bien cuisiner. Et donc, pour l'instant, on s'est fait des bons petits plats très sympas qui sont... on n'a pas entamé, disons, beaucoup les boîtes de conserve, mais on le fera quand il faut. Puis heureusement, j'ai eu la chance de... Tu sais, je voyageais beaucoup, et notamment même encore ces dernières années, lorsque je voyageais, j'avais ce petit plaisir de ramener des petits trucs. Alors, je sais pas, quand j'allais en Turquie, je ramenais des soupes en sachet, mais de là-bas. Ou alors, c'est pas le truc le plus bio, mais enfin, c'est pour faire des stocks, je ramenais toujours 2-3 boîtes de conserve du Portugal, d'Espagne, d'Angleterre, des États-Unis, etc. Et donc, ça nous permet de voyager tout en étant dans nos montagnes. Alors, par exemple, l'autre jour, je leur ai fait un plat typiquement turc. Et puis, ça fait un petit dépaysement, ça change de... On est au restaurant chez Pierrot. D'ailleurs, je me souviens, tu étais venu me voir, je crois que c'était en 2015, une conférence que j'avais fait, il me semble, à Lausanne. Et tu m'as offert une petite boîte de biscuits que j'ai encore parce que la DLC, je crois que c'est 20 ans. D'accord, c'était les biscuits de l'armée, c'est ça. J'ai pas goûté encore. Je les garde au cas où j'ai plus rien à manger, tu vois. Il faut ils sont un peu secs, il faut les tremper dans le thé. Ah, mais là, il faut les laisser tranquilles dans le café bouillant, quoi. Tu vois. Voilà, dans le café, c'est très bon. C'est un peu comme les petits beurres. Donc voilà, donc je dirais qu'il faut tenir le coup jusqu'en mai-juin. On a de la chance, hein, on est au printemps. Ça aurait été en novembre-décembre, on aurait encore plus déprimé. Donc il faut garder le moral. Est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent de profiter de cette période-là pour s'instruire, en fait, pour s'instruire au niveau
peut-être au niveau du fonctionnement politique, géopolitique. J'ai toujours du mal, moi, à aiguiller les personnes, tu vois, une personne voilà, qui n'a aucune connaissance de comment fonctionne le monde, tu vois, que ce soit au niveau la création monétaire. Est-ce que tu aurais des gens à nous conseiller, des sources d'informations ou des sites Alors pour les francophones, oui, il y en a beaucoup. Je vais citer des gens que j'estime et qui font du bon travail. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais enfin c'est intéressant. Je vais citer par exemple dans l'économie, comment il s'appelle, Jovanovic. Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic. Pour les énergies, par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui est assez intéressant. Je suis pas d'accord sur tout, mais... Jancovici, c'est notre champion. J'avais fait des émissions qui s'appellent Hit 2020, justement, sur le pétrole, sur la climatologie, etc. Alors, sur le pétrole, je conseille de lire Jean-Marc Ozano, qui est un jeune chercheur brillant sur l'économie et l'industrie du pétrole. Il y en a plein d'autres. Tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de lire, quand j'ai 5 minutes, des livres sur la gestion de la dépression. Parce que quand on parle de la peur, on tombe... je publie des chapitre par chapitre mon livre sur Patreon dès que je peux. Et c'est un livre qui me passionne parce que je tombe sur des trucs... j'ai dû étudier la neurologie, j'ai interviewé, comme toi tu avais interviewé pour HIT, des professeurs émérites incroyables. Ouais. J'ai également, dans la peur, j'ai réussi à interviewer des neurologues de New York, des trucs, des genres prix Nobel, hein, des types avec qui nous expliquent le pourquoi du fonctionnement de notre cerveau et pourquoi. Alors, et puis, de fil en aiguille, ça t'amène à travailler sur le stress, ça t'amène à travailler parce que qu'est-ce qui génère tes peurs? Ce sont des événements stressants. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère des émotions. C'est des émotions qui peuvent te bouffer, qui peuvent te submerger. Donc, parce que la peur en est une, en fait. Puis il y a l'anxiété, qui est la peur des choses de l'avenir et qui est hors contrôle. Donc, comme je veux donner des solutions, je me renseigne, et tu tombes forcément dans la dépression. Pas moi, mais je veux dire, lorsque tu étudies ces sujets, tu tombes dans des sujets de dépression, qui sont des problèmes très graves dans notre société aujourd'hui, pour plein de raisons. Certaines, d'ailleurs, tu en parles dans tes livres, c'est que nous ne sommes pas adaptés au mode de vie. Nous avons vécu des millions d'années dans la savane, dans la forêt, et puis des dizaines de milliers d'années dans des petits villages, et en tout cas dans des petites tribus, dans des petits villages, et tout d'un coup, depuis 2 siècles, boum, c'est l'industrie, les villes, et on devient fou, parce que nous n'avons pas encore évolué, nous ne sommes pas adaptés à ça, alors on devient fou par le mode de vie, par la bouffe, par la psychologie, par les rapports qui sont faussés, par la longévité. On n'a jamais eu des longévités comme ça. On a des produits chimiques qui nous détruisent de l'intérieur, tu en parles dans tes livres. Et puis on déprime. On a 20-30% de la population qui est en dépression. Et cette dépression, c'est le message de notre corps qui nous dit arrête, calme, enfin arrête. Sauf que arrête quoi? Arrête d'être seul, arrête de travailler comme un con, arrête de bouffer de la merde, arrête de pas avoir de compte. Enfin, et c'est facile à dire arrête, mais on fait quoi? Et donc, bref, en ce moment, je suis en plein dans des livres sur la résilience par rapport à la dépression, etc. Parce que ça va être un chapitre du livre. Et c'est fascinant, donc oui, apprenez. Donc, je suis parti en tangente, mais quels sont les Français, les francophones qui sont intéressants? Il y a des livres traduits en français. Je lisais Nassim Nicolas Taleb, par exemple, sur les événements incongrus comme les signes noirs, ou par exemple... et puis, je pense qu'on néglige, et j'étais certainement parmi ceux qui l'ont le plus négligé. N'hésitez pas à lire des livres de spiritualité, quelles que soient vos croyances. Si vous, et même au-delà de vos croyances, si vous êtes chrétien, lisez des livres bouddhistes. Vous allez voir des points communs très intéressants. Si vous êtes par exemple la Bhagavad Gita, oh putain, celui-là, j'arrive jamais à le prononcer. Enfin, lisez des livres bouddhistes, c'est très intéressant. Du shintoïsme, la Bible, il y a des choses super intéressantes. Par exemple, Ecclésiaste, c'est un chapitre de la Bible qui est juste fabuleux. Il faut se l'approprier, le lire même en laïque si on n'y croit pas, mais c'est un livre d'une sagesse immense. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le dernier chapitre de l'Ancien Testament. Lisez aussi, réfléchissez à la spiritualité.
Parce que nous ne sommes pas que de chair et d'os, nous avons besoin aussi de nous élever. Lisez les philosophies, je vous encourage, Aristote, Platon, et puis il y a les livres d'histoire, en commençant par Thucydide jusqu'à je sais pas, Rommel. Mais c'est immense les choses à faire. Est-ce que tu es consommateur de Netflix, par exemple, de séries Alors, est-ce que tu aimes bien un peu te détendre? Comment se détend Piero San Giorgio? Là, en ce moment, j'ai des idées de romans géniaux de gens qui passent leur quarantaine enfermés dans une villa avec des pornostars, etc. Mais dans mon cas, je peux pas me détendre comme ça. Je n'ai pas les actrices de Marc Dorcel avec moi, donc non. Donc ma détente, elle est très physique. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je continue à en faire. Alors là, c'est plutôt j'ai ma petite salle de muscu personnelle dans ma ferme, minuscule, mais pour les enfants, c'est génial. Et puis donc un peu de sport, la lecture, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Depuis 10 jours, là, on court, j'ai vraiment pas le temps de lire, très peu. La détente pour moi, c'est beaucoup de l'écriture parce que j'ai bientôt mon premier roman qui sort et je crois que je vais écrire de plus en plus de la fiction car j'ai beaucoup plus de facilité. On verra la qualité en fonction de ce que me diront les lecteurs, mais j'ai beaucoup plus de facilité à écrire. Inclus de la fiction en fait, même dans le tout premier, je crois qu'il y a eu aussi de la fiction. Ouais, à la fin de chaque des chapitre. Petites histoires. Voilà, à la fin de chaque chapitre, des choses comme ça. Ouais, des mises en c'est des choses plus légères. Tu sais que notre amie Claire Séverac, lorsqu'elle a écrit Guerre secrète contre les peuples, ça l'a vraiment, pour moi, c'est le livre qui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Je pense que voilà, son cancer n'est pas anodin par rapport à ça. Et en fait, elle voulait écrire en fait un livre. Elle, c'était plutôt du roman érotique, tu vois, pour se détendre. Bah oui. Et puis, elle avait assez de dénoncer en fait des choses qui lui faisaient énormément de mal. Et je sais que toi, tu es une personne malgré tout assez pudique. Et je pense que tu as ce que tu connais par exemple comme détracteur sur YouTube, ça t'impacte pas mal. On en a parlé en off, cette façon je dirais, de discriminer les autres sur YouTube. Tu en souffres un petit peu. Et c'est pour ça que tu vas plutôt sur Patreon, oui. comme moi, et tu délaisses un petit peu YouTube, c'est ça? Je vais en fait mettre la plupart. Je vais faire de plus en plus de vidéos privées. C'est pas tellement que ça me blesse dans le sens où avec les années, de toute façon, on apprend à être ne pas être touché. C'est simplement que j'ai ce sentiment de ne pas toucher la cible, dans le sens où ça fait 10 ans que je donne des alertes. Je me retiens de dire à tout le monde, voyez que j'avais raison. Je fais attention de ne pas rentrer dans ce jeu-là parce que ce serait arrogant, et puis parce que le temps n'est pas de dire j'ai eu raison, le temps est de toute façon d'agir et d'aider les gens, et d'aider les autres. Comme il est évident, et comme j'ai toujours dit dans mes livres, qu'à un moment tu aides tes voisins, et bien entendu que tu agis en tant qu'humain avec des gens autour de toi comme il faut le faire. Pas d'un impératif forcément moral, mais c'est parce que c'est l'impératif émotionnel que l'on a. On a besoin on se sent bien en aidant les autres. C'est pas le but de la vie d'aider les autres, mais c'est un élément de la vie. C'est un élément important. Et puis, parfois, je dis des choses sérieuses, avec plus ou moins d'humour, avec plus ou moins de tact, avec plus ou moins de réussite, certes. Mais je vois que la réaction, alors qui n'est pas forcément représentative de qui m'écoute, mais qui est en tout cas représentative de ceux qui en parlent, elle est parfois infantile, juvénile, immature, ce qui est aussi l'état de notre monde, surtout sur Internet. Et parfois, ça m'agace et j'ai ce sentiment de perdre mon temps. Et donc, sur Patreon, on filtre par... alors moi, je suis modeste, je ne demande que $1 par mois pour commencer à être... Tu as plusieurs abonnements. Ne me dis pas que tu demandes $1. Moi, je suis à $5. C'est bien, je me suis abonné chez toi à $5. Et tu as aussi les grands donateurs à $40 par mois. C'est ça, ouais. Je ne sais pas qui c'est. Mais... c'est des oligarques. C'est des oligarques. C'est ceux qui veulent donner $50. Ils peuvent. Parce que bon, on travaille avec des oligarques, donc il faut les faire payer quand même, tu vois. Oui. Non, mais c'est le soutien. Mais en tout cas, je les remercie beaucoup et je trouve que ça motive
pas forcément à faire de la quantité, mais par exemple, on avait une discussion, c'est est-ce qu'il voulait oui ou non que je mette des trucs un peu drôles de temps en temps. Et finalement, le retour, c'était non, mais les trucs, les conneries drôles, on les a ailleurs, on les a sur les réseaux sociaux de merde d'habitude. Donc, vaut mieux garder les informations sérieuses. Pourquoi pas? C'est très bien. Et je donnerai toujours des informations sérieuses avec humour, parce que c'est mon style. Enfin, avec mon humour à moi, hein, ce qui est très particulier. En revanche, sur les réseaux sociaux, je vais retirer ma présence petit à petit parce que ça m'agace. Et en plus, on est censuré. Je vois que par exemple sur Facebook, j'ai toujours 26 ou 27 000 abonnés. Et quand je mets un message, le message est lu que par 300 personnes. Donc ça veut dire qu'on cache le message pour qu'il ne soit pas diffusé. Oui, la portée, elle est même pas aujourd'hui de 5 à 7%, je crois. Ouais. Donc c'est ridicule. Ouais. Ouais. Et c'est scandaleux parce que l'idée, c'est que les gens s'abonnent à ta page pour pouvoir avoir les informations. Et donc, le grand avantage de Patreon, c'est que chaque fois que tu publies quelque chose, ouais. En fait, tous les gens sont avertis par email. Et puis, on en parlait tous les deux en off. Ouais. C'est vraiment un travail que nous faisons quand même au quotidien. C'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, ce qui contribue aussi à nous faire vivre. Parce que bon, en tant qu'auteur, on n'a pas, on a à peine 10% du prix de vente, quoi. Donc, ça fait un an qu'il n'y a pas eu de livre vendu parce que entre la mort de mon éditeur physique et le reste, j'ai pas vendu un seul livre depuis juin. Depuis juin de l'année dernière. Donc, ton éditeur en fait est décédé. Il est décédé, oui. Et ça a bloqué en fait la réédition aussi des livres. Donc là, vous reprenez un petit peu les choses en main. Ouais. Et donc la réédition, comme tu nous l'as confirmé en début d'entrevue, ça va être bientôt. Écoute, ça a un petit peu plus d'une heure qu'on converse tous les deux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te voir. Tu es magnifique. Désolé pour mon monologue. Très bien. Mais bon, tu es préparé, c'est normal. Donc, l'image était bonne. À un moment donné, elle était assez mauvaise, mais là, elle est parfaite. Écoute, je te fais une promesse, Pierrot. Tu m'as invité plusieurs fois à venir dans la BAD. Alors, maintenant que je sais qu'il y a des boîtes de conserve turques, une salle de gym, un home gym, oui. Et puis un grand espace pour mes louloutes, parce que je viendrai avec ma femme et mes chiens. Tu sais Bien que sûr. Moi, je suis inséparables. Ah, mes chiens sont là aussi. Donc, on les fera cohabiter. C'est ça. Donc, tu me réserveras une petite chambre dans ta BAD. Et je te promets que la prochaine fois, ce sera un monde nouveau. Je pense que cette crise, on la surmontera. Bien sûr. Et je te promets de venir te voir et pour qu'on fasse quelque chose tous les deux ensemble dans ta BAD. Voilà. Notamment, on va cuisiner. Et c'est moi qui passerai au fourneau. On fera un duo. D'accord? On fera un duo. Peut-être un prochain bouquin tous les deux sur la cuisine, voilà. Excellent. Merci beaucoup, Pierrot. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.